Un jeune milliardaire a trouvé des jumelles sans abri en larmes, pointant du doigt une maison abandonnée. Quelques minutes plus tard, il est entré dans cette maison et a fondu en larmes en voyant ce qu'il y avait à l'intérieur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées qui contrastaient avec les sombres nuages qui s'amoncelaient. Jack Thompson ajusta ses lunettes de soleil tandis que sa Mercedes dernier modèle glissait le long de la route de campagne sinueuse. Le silence à l'intérieur de la voiture n'était rompu que par le doux ronronnement du moteur et l'alerte occasionnelle du GPS, lui indiquant qu'il était à 40 minutes de sa prochaine réunion. À 32 ans, Jack avait bâti un empire. Son entreprise technologique était sur le point de lancer une innovation qui promettait de révolutionner le marché. Et cette réunion avec des investisseurs ruraux n'était qu'une étape de plus vers sa vision de l'avenir. Cependant, le destin avait d'autres projets pour cet après-midi d'automne. La première goutte de pluie frappa le pare-brise au moment exact où ses yeux captèrent un mouvement inhabituel sur le bord de la route. Il pensa d'abord que ce n'était que le vent agitant les arbustes, mais quelque chose le poussa à ralentir. C'est alors qu'il les vit, deux petites silhouettes, pratiquement identiques, debout sur le bord de la route poussiéreux. Le cœur de Jack s'emballa. Deux enfants, pas plus de 4 ans, étaient seuls dans cet endroit désert. Leurs robes, qui avaient dû être blanches un jour, étaient tachées et sales. Leurs cheveux blonds emmêlés encadraient des visages pâles marqués par les larmes. Il appuya sur le frein, dirigeant prudemment la voiture sur l'accotement. La pluie commença à tomber plus fort, pourtant les filles restaient immobiles comme des statues, leurs yeux d'un bleu profond fixés sur lui avec un mélange de peur et de supplication qui le frappa comme un coup de poing à l'estomac. « Mon Dieu !» marmonna-t-il en coupant le contact. Des années à traiter avec les plus hauts dirigeants ne l'avaient pas préparé à ce moment. Que faisaient deux enfants seuls ici? Où étaient leurs parents? Prenant une profonde inspiration, Jack ouvrit la portière de la voiture. La pluie tombait maintenant à verse et l'air sentait fort la terre mouillée. Les filles firent un petit pas en arrière quand il sortit, mais ne s'enfuirent pas. Au lieu de cela, elles se mirent à pointer frénétiquement quelque chose derrière lui. « Tout va bien », dit-il doucement, levant les mains dans ce qu'il espérait être un geste rassurant. « Je ne vous ferai pas de mal. Où sont vos parents ?» Les jumelles, car il s'agissait clairement de jumelles, ne répondirent pas. Elles continuaient de pointer, leurs petits doigts dirigés vers quelque chose au-delà de lui. Jack se tourna lentement dans cette direction, et c'est là qu'il la vit, une vieille maison, partiellement cachée par de grands arbres et un sous-bois dense. Même de loin, il pouvait dire qu'elle était abandonnée depuis des années. « Il y a quelqu'un là-bas » demanda-t-il en se retournant vers les filles. « Vous habitez dans cet endroit » L'une d'elles s'avança. Ses lèvres tremblaient, mais pas de froid. « Aidez-la » murmura-t-elle si bas qu'avec le bruit de la pluie, il faillit ne pas l'entendre. « S'il vous plaît. » L'autre fille tenait la main de sa sœur, et Jack remarqua que les petits doigts étaient éraflés par des griffures fraîches. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas du tout, tandis que son esprit rationnel tentait d'analyser les possibilités. Devait-il appeler la police? Une ambulance? Mais si quelqu'un était réellement blessé dans cette maison et avait besoin d'une aide immédiate? La pluie redoublait d'intensité et les filles commençaient à grelotter. Jack enleva son manteau, s'avançant lentement pour ne pas les effrayer, il s'approcha. « Je peux vous mettre ça? Il commence à faire froid. » À sa surprise, les filles ne reculèrent pas. Elles le laissèrent les couvrir de son manteau, assez grand pour les envelopper toutes les deux. C'est alors qu'il vit de près les légères ecchymoses sur leurs bras, des marques récentes qui firent bouillir son sang. « Comment vous appelez-vous » essaya-t-il de nouveau, gardant sa voix calme malgré la colère qui montait en lui envers quiconque avait blessé ses enfants. « Sophie » murmura celle qui avait parlé, puis, désignant sa sœur, « Emma. » « Sophie et Emma » répéta Jack, essayant de gagner leur confiance. « Je m'appelle Jack. Quelqu'un est blessé dans cette maison ?» Les deux acquiescèrent à l'unisson et de nouvelles larmes se mirent à couler sur le visage d'Emma. Sophie serra sa sœur contre elle, montrant une force surprenante pour quelqu'un de si petit. Jack sortit son téléphone portable, mais il n'y avait aucun signal dans cette région reculée. Il regarda de nouveau la maison abandonnée, puis les filles trempées sous la pluie. Il ne pouvait pas les laisser là, mais il ne pouvait pas non plus simplement les prendre et partir. Et si quelqu'un avait vraiment besoin d'aide à l'intérieur? Voulez-vous monter dans la voiture? C'est sec et chaud à l'intérieur, proposa-t-il en désignant la Mercedes. Les filles hésitèrent, échangeant cette communication silencieuse que seules les jumelles semblent capables de partager. Finalement, Sophie parla de nouveau, « Vous allez aider ?»
Je promets que je vais aider, répondit Jacques, et il dut y avoir quelque chose dans sa voix qui convainquit les filles, car elles le laissèrent les conduire à la voiture. Après les avoir installés sur la banquette arrière, Jacques alluma le chauffage et sortit des bouteilles d'eau de la boîte à gants. Les filles burent avec soif, et il remarqua comment leurs petites mains tremblaient en tenant les bouteilles. « Êtes-vous blessé? Quelqu'un vous a fait ça ?» demanda-t-il doucement, mais les jumelles se contentèrent de regarder vers la maison, leurs expressions empreintes d'une profonde inquiétude. La pluie tombait maintenant à torrents, transformant l'après-midi en un crépuscule précoce. À travers le pare-brise embué, la maison abandonnée paraissait encore plus sinistre, ses fenêtres noires comme des yeux vides qui les fixaient. Jacques savait qu'il devait prendre une décision. Son téléphone n'avait toujours pas de signal, les filles avaient clairement besoin d'aide, et quelqu'un pouvait être blessé dans cette maison. Des années à prendre des décisions d'entreprise à fort enjeu semblaient triviales comparées à la pression qu'il ressentait maintenant. « Restez ici, d'accord ? Je vais jeter un coup d'œil rapide à l'intérieur, dit-il, plus pour lui-même que pour les filles silencieuses. Mais alors qu'il s'apprêtait à ouvrir la portière, Sophie s'agrippa à son bras avec une force surprenante. « Ensemble, dit-elle, sa voix douce mais ferme. On y va ensemble. » Emma hocha la tête, et quelque chose dans leur regard dit à Jacques qu'elle ne resterait pas dans la voiture, quoi qu'ils disent. Peut-être craignait-elle d'être à nouveau abandonnée, ou peut-être savait-elle qu'elle devait lui montrer quelque chose de précis dans la maison. La pluie continuait de tomber sans relâche tandis que Jacques prenait une lampe de poche dans la boîte à gants. Les filles sortirent de la voiture, toujours enveloppées dans son manteau trop grand, et lui prirent instinctivement les mains, Sophie à droite, Emma à gauche. Alors qu'il marchait vers la maison abandonnée, Jack Thompson, le milliardaire habitué à tout contrôler dans les moindres détails, se sentit soudain complètement hors de sa zone de confort. Il n'avait aucune idée de ce qu'il trouverait au-delà de cette porte usée, mais quelque chose lui disait que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Ce qu'il ne savait pas, c'est à quel point il avait raison. La porte grinça de manière sinistre lorsque Jacques la poussa, le son résonnant à travers la structure vide de la maison abandonnée. Le faisceau de sa lampe de poche fendit l'obscurité, révélant un hall d'entrée qui semblait figé dans le temps. Sophie et Emma resserrèrent leur prise sur ses mains, le guidant avec des pas déterminés à travers la pénombre. L'odeur fut la première chose qui le frappa, un mélange suffocant de moisissures, de bois pourri et d'autres choses, quelque chose qui lui retourna l'estomac. La pluie s'infiltrait par des trous dans le plafond, formant de petites flaques sur le parquet taché. Le papier peint, autrefois élégant, se décollait des murs en lambeaux, comme une vieille peau. « Par ici » murmura Sophie, le tirant vers ce qui avait dû être le salon. Le faisceau de la lampe de poche révéla des meubles drapés de draps poussiéreux, tels des fantômes silencieux montant la garde. Un vieux canapé gisait renversé, son rembourrage en mousse exposé comme une plaie béante. Des éclats d'un miroir brisé brillaient sur le sol comme des tessons de diamants sales, réfléchissant la lumière en motifs désordonnés. C'est alors qu'il la vit. Au centre de la pièce, à moitié dissimulée par un fauteuil renversé, gisait une femme âgée. Ses cheveux gris étaient maculés de rouge d'un côté et son visage pâle contrastait vivement avec les lattes sombres du plancher. « Mon Dieu !» souffla Jacques, lâchant les mains des filles et se précipitant vers la femme. Il s'agenouilla à côté d'elle, sentant le sol humide s'infiltrer dans son pantalon de luxe. Le bout de ses doigts trouva le pouls de la femme, faible mais perceptible. Les jumelles prirent immédiatement position de l'autre côté de son corps, leur petit visage montrant une préoccupation bien au-delà de leur âge. Emma toucha doucement le visage de la femme, tandis que Sophie tenait sa main ridée. « Mamie Claire » murmura Emma, la voix tremblante. C'était la première fois que Jacques l'entendait parler. « Claire ? C'est son nom ?» demanda Jacques, sortant déjà son téléphone, désespéré de trouver un signal. « Bria, c'est votre grand-mère ?» Les filles échangèrent un regard mais ne répondirent pas. Jacques remarqua une traînée de sang séché partant de la tempe de Claire, probablement due à une chute. Son visage était marqué par des années de soleil et de soucis, mais conservait une certaine dignité, même inconsciente. Un coup de tonnerre fit vibrer les fenêtres de la maison dans leur cadre. La pluie tombait maintenant en averses torrentielles, transformant les trous dans le toit en cascades miniatures. Jacques retira sa veste de costume et la posa sur Claire, espérant la garder au chaud. « Je dois aller chercher de l'aide, » dit-il, plus pour lui-même que pour les filles. « Elle a besoin d'un médecin. » Mais alors qu'il s'apprêtait à se lever, Claire gémit doucement. Ses yeux s'ouvrirent, d'un bleu terne comme un jean délavé, et restèrent flous un instant avant de tomber sur les jumelles. « Mais petite, murmura-t-elle, sa voix rauque et fragile. Vous allez bien ?
Oui, mamie Claire, répondit Sophie. Emma hocha la tête, des larmes coulant silencieusement sur ses joues sales. Le regard de Claire se posa alors sur Jacques, et il vit la peur traverser son visage ridé. Elle essaya de bouger, mais il la retint doucement. « S'il vous plaît, ne bougez pas, dit-il. Vous êtes blessé. Je m'appelle Jacques Thompson. J'ai trouvé les filles sur le bord de la route. Elles m'ont amené ici. » Claire se détendit légèrement, mais ses yeux restèrent méfiants. « Les filles, murmura-t-elle. Je dois protéger. Elles sont en sécurité, l'assura Jacques, remarquant comment les jumelles se rapprochaient de Claire, comme de jeunes animaux cherchant un abri. Mais vous avez besoin d'aide médicale. Je vais voir si je peux capter un signal pour appeler une ambulance. Tout en parlant, il balaya la pièce du regard, remarquant des détails qu'il avait manqués plus tôt. Dans un coin, se trouvait une petite pile de livres pour enfants bien usés. À proximité, 2 ours en peluche assortis, élimés mais manifestement aimés. Et sur un mur, partiellement caché par un rideau déchiré, était accroché un calendrier marqué d'une date datant de 3 ans. Quelqu'un avait vécu ici. Ce n'était pas juste une maison vide, c'était un refuge. Claire essaya de parler à nouveau, mais sa voix faiblit. Jacques remarqua que sa respiration devenait plus superficielle. « Je vais sortir à la voiture, » dit-il en se levant. « Peut-être que je pourrai capter un signal là-bas. » Les filles devinrent agitées, mais Claire leur serra faiblement la main. « Allez avec lui, murmura-t-elle. J'ai confiance en vous. » Sophie et Emma hésitèrent brièvement, puis se levèrent en parfaite synchronisation. Jacques réalisa que, malgré leur peur, elles faisaient également preuve d'une force d'âme remarquable. En retraversant le couloir sombre, Jacques ne put s'empêcher de remarquer encore plus de signes que quelqu'un avait habité cet endroit. Un balai appuyé dans le coin, de la vaisselle soigneusement empilée sur une étagère de fortune, une petite pile de vêtements pliés sur une chaise abîmée. Quelqu'un avait transformé cette ruine en un foyer. Sortant à nouveau dans la tempête, Jacques ouvrit la portière arrière de la voiture pour les filles, puis se glissa lui-même au volant, démarrant le moteur pour pouvoir charger son téléphone. Il remarqua un faible signal, juste une seule barre, mais peut-être que ce serait suffisant. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il composait le 911. En attendant que l'appel aboutisse, il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur aux jumelles. Elles étaient assises tranquillement, leurs petites mains jointes, fixant la vieille maison à travers les rideaux de pluie. 911, quelle est votre urgence? La voix du répartiteur n'avait jamais semblé aussi bienvenue. Jacques expliqua rapidement la situation, donnant les coordonnées de son GPS. Une ambulance est en route, monsieur. Veuillez rester avec la victime et la garder au chaud et immobile. Jacques mit fin à l'appel et se tourna vers les filles. Les secours arrivent. Retournons à l'intérieur pour rester avec mamie Claire. Une fois de plus, les jumelles échangèrent un regard, comme si elles partageaient un secret plus grand que leurs 4 ans ne le laissaient supposer. De retour dans le salon, Claire était consciente, bien que ses yeux fussent mi-clos. Jacques s'agenouilla à côté d'elle, vérifiant son pouls. Toujours faible, mais régulier. Une ambulance est en route, la rassura-t-il doucement. Tout va bien se passer. Claire ouvrit les yeux, s'efforçant de se concentrer sur lui. Les filles, murmura-t-elle. Promettez de les protéger. Il y avait une urgence dans sa voix qui fit que Jacques se pencha plus près. Elles sont en sécurité, répéta-t-il. Je m'assurerai qu'elles vont bien. Un minuscule sourire vacilla sur les traits de Claire, et elle se détendit un peu. Les jumelles se nichèrent à côté d'elle, une de chaque côté, comme de petits anges gardiens. Le faible son des sirènes perça le rugissement de la pluie. Jacques se leva, agitant sa lampe de poche à une fenêtre cassée pour guider les ambulanciers. En attendant, il contempla de nouveau la scène du trio sur le sol, une femme âgée et 2 filles identiques. Quelque chose à ce sujet le remuait jusqu'au plus profond de son être, au-delà de la tragédie évidente. Qu'est-ce qui avait forcé une vieille femme et 2 jeunes enfants à se cacher dans cette maison abandonnée? De qui ou de quoi fuyaient-ils? Et pourquoi les filles l'avaient-elles choisi, lui, pour demander de l'aide? Alors que l'ambulance n'était pas encore arrivée, il devait faire tout son possible pour aider Claire et les jumelles. Des années auparavant, au début de la construction de son empire, Jacques avait insisté pour que chaque cadre de son entreprise suive un cours de secourisme avancé. On ne sait jamais quand on pourrait avoir besoin de sauver une vie, leur disait-il, au grand étonnement des employés qui ne le voyaient que comme un homme d'affaires pragmatique. Et maintenant, agenouillé sur le sol poussiéreux de cette vieille maison, cette formation était plus précieuse que n'importe quel contrat d'1 million de dollars. Sophie, Emma, appela-t-il doucement.
J'ai besoin de votre aide, d'accord? Les filles hochèrent la tête en synchronisation, leurs yeux bleus fixés sur lui. Peux-tu tenir la lampe de poche pour moi? Sophie prit la lampe de poche dans ses petites mains, dirigeant le faisceau exactement là où Jacques en avait besoin. C'était stupéfiant de voir avec quelle intuition les jumelles semblaient anticiper ce qui était requis, se déplaçant avec une maturité bien au-delà de leur âge. Jacques retira sa cravate en soie italienne et la plia soigneusement, fabriquant une compresse improvisée pour la blessure sur la tête de Claire. Avec des mouvements doux mais fermes, il commença à nettoyer le sang séché avec son mouchoir humidifié par l'une des bouteilles d'eau qu'il avait prises de la voiture. Ça risque de piquer un peu, Madame Claire, prévint-il, notant comment ses yeux s'ouvraient et se fermaient, luttant pour rester consciente. Je dois nettoyer ça pour que vous n'ayez pas d'infection. Claire laissa échapper un faible gémissement mais ne bougea pas. Emma saisit instantanément la main de la femme âgée, offrant un réconfort silencieux. Jacques ne put s'empêcher de remarquer le contraste entre leurs petites mains propres et les doigts usés et calleux de Claire. « Pouvez-vous me dire si autre chose vous fait mal ?» demanda-t-il en vérifiant soigneusement ses signes vitaux, comme il l'avait appris en cours. « Avez-vous bougé après être tombé ?»« Non, pas bougé, » réussit à dire Claire, sa voix à peine audible. « Les filles ne m'ont pas laissé. » Jacques jeta un regard admiratif aux jumelles. Elles avaient fait exactement ce qu'il fallait. Garder une personne potentiellement blessée à la tête immobile était crucial. « Vous avez été formidables, toutes les deux », les félicita-t-il, voyant une petite étincelle de fierté traverser leur visage. La pluie continuait de tomber dehors, et à travers les fenêtres cassées, Jacques vit des éclairs illuminer le ciel qui s'assombrissait. L'air était lourd d'humidité et de tension, mais il garda sa voix calme, ses actions précises, utilisant des techniques qu'il n'aurait jamais pensé employer en dehors de la salle de formation. Jacques vérifia les pupilles de Claire avec le faisceau de la lampe de poche. Elle réagissait normalement, ce qui était un bon signe. Sa respiration était régulière, bien qu'un peu superficielle, et bien que son pouls fût faible, il restait stable. « Je vais à la voiture chercher plus d'eau, » dit-il en se levant. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas, deux petites mains s'agrippèrent à ses bras. « Ne pars pas, » plaida Sophie, sa voix petite mais ferme. Juste à la voiture, la rassura Jacques, surpris par la force du lien qu'il ressentait déjà avec ses enfants. « Je promets que je reviens tout de suite. » Les filles échangèrent un regard, une de ces conversations silencieuses de jumelles. Finalement, Emma lâcha son bras et accepta la clé de voiture qu'il lui tendait. « J'y vais, » dit-elle, la voix presque un murmure. « Sophie reste. » Jacques hésita, mais quelque chose dans le regard déterminé d'Emma le fit acquiescer. Depuis le seuil, il la regarda se précipiter sous la pluie, évitant rapidement les flaques grandissantes. En quelques secondes, elle était de retour, trempée mais portant 2 bouteilles d'eau et une petite trousse de premier secours qu'il gardait toujours dans la boîte à gants. « Merci, Emma, » dit-il, prenant les articles et utilisant rapidement sa manche pour lui sécher le visage. Elle se laissa faire avec une confiance qui le déconcerta. De la trousse, Jacques prit un antiseptique et quelques pansements. Alors qu'il nettoyait et pansait plus soigneusement la blessure de Claire, il commença à parler doucement, en partie pour garder la femme âgée consciente, en partie pour calmer les jumelles. « Vous savez, quand j'étais jeune, je voulais être médecin, » dit-il en travaillant avec une efficacité exercée. « J'ai fini par prendre un autre chemin, mais je n'ai jamais perdu mon intérêt pour prendre soin des gens. C'est pourquoi j'insiste pour que tout le monde dans mon entreprise apprenne les premiers secours. » Les yeux de Claire s'ouvrirent, se concentrant sur lui avec plus de clarté qu'auparavant. « Vous semblez doué pour ça, » murmura-t-elle. « Des années de pratique, » répondit-il avec un léger sourire, bien que d'habitude, je n'ai besoin de ces compétences que si un cadre supérieur s'évanouit lors d'une présentation majeure. Un son doux et inattendu emplit l'air. Les jumelles gloussaient. C'était un son pur, cristallin, qui semblait illuminer même les coins les plus sombres de cette maison abandonnée. Jacques sentit son cœur se serrer, réalisant que c'était probablement la première fois qu'il les entendait rire. Le moment fut interrompu par le son des sirènes, maintenant très proches. Des lumières rouges et bleues commencèrent à danser sur les murs à travers les fenêtres cassées. « Les secours sont là, » annonça Jacques, notant comment les filles se tendirent instantanément. « C'est bon, ce sont des ambulanciers et ils vont aider Madame Claire. » Mais il y avait quelque chose dans les expressions des jumelles qui l'inquiétait, une peur profonde qui dépassait l'anxiété naturelle des enfants face à des étrangers. Claire semblait également angoissée, ses doigts pressant faiblement la main de Sophie. « Jacques » appela Claire, sa voix plus forte qu'auparavant. « Les filles, je m'occuperai d'elles, »
promit-il sans hésitation. Je ne laisserai rien vous arriver non plus. Faites-moi confiance. Le bruit de bottes lourdes et de voix professionnelles emplit le couloir. Jacques se leva pour guider les ambulanciers, mais son regard s'attarda sur le trio, une dame âgée et deux petites filles qui la défendaient aussi farouchement qu'elle les avait clairement défendues. À cet instant, Jack Thompson, le milliardaire réputé pour sa poigne impitoyable en affaires, se fit un vœu silencieux. Quel que soit le mystère derrière cette situation, il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger cette famille improbable. Il ne se doutait pas que cette promesse changerait sa vie pour toujours. Le couloir de l'hôpital semblait interminable, ses murs blancs reflétant le doux bourdonnement des néons au plafond. Jacques faisait les 100 pas, ses chaussures en cuir italien produisant un son rythmé sur le sol en vinyle. Sophie et Emma étaient assises sur des chaises surdimensionnées, leurs jambes pendantes sans toucher le sol, vêtues des vêtements d'hôpital qu'on leur avait donnés après leur bain et leurs premiers examens. 3 heures s'étaient écoulées depuis leur arrivée aux urgences. Claire était dans la salle d'examen, et les médecins avaient dit que son état était délicat. Un scanner avait révélé un hématome sous-dural, des mots qui avaient noué l'estomac de Jacques lorsque le médecin les avait prononcés. « Monsieur Thompson ?» Jacques se retourna pour voir une femme d'âge moyen avec des lunettes à monture rouge et un badge l'identifiant comme le docteur Marina Santos, l'assistante sociale de l'hôpital. « Les filles vont bien physiquement », commença-t-elle en consultant ses notes. Quelques égratignures et de légers signes de malnutrition, mais rien de grave. Cependant, elle hésita, jetant un regard significatif aux jumelles qui observaient tout avec des yeux alertes. Jacques comprit l'allusion. S'agenouillant devant les filles, il parla doucement. « Sophie, Emma, pourriez-vous rester ici 1 minute ? Je promets que je serai juste là, où vous pourrez encore me voir, d'accord ?» Les jumelles partagèrent un de leurs regards silencieux caractéristiques, puis hochèrent la tête. Jacques remarqua qu'elles n'avaient pas lâché la main l'une de l'autre depuis leur arrivée à l'hôpital. À quelques pas de là, le docteur Santos baissa la voix. « Monsieur Thompson, nous avons un problème. Nous ne trouvons aucune trace officielle de ces enfants. Pas d'acte de naissance, pas de dossier médical, rien. » Un sentiment de malaise envahit Jacques. « Et Madame Claire ?» Claire Duval, 68 ans. « Nous avons trouvé de vieux dossiers, mais... » Elle consulta à nouveau ses notes, elle a pratiquement disparu de la circulation il y a environ 4 ans. Avant que Jacques ne puisse comprendre, une infirmière apparut dans le couloir. La patiente demande à voir Monsieur Thompson. Jacques jeta un regard inquiet aux jumelles, mais le docteur Santos acquiesça. « Je reste avec elle. » Dans la chambre d'examen, Claire semblait encore plus petite et plus fragile sur les draps blancs de l'hôpital. Des tubes et des moniteurs l'entouraient, émettant un faible bourdonnement électronique. Ses yeux étaient mi-clos, mais ils s'ouvrirent à l'approche de Jacques. « Les filles ?» Sa voix était à peine un murmure. « Elles sont en sécurité », l'assura Jacques, lui tenant la main ridée. « Elles sont juste dehors. » Claire serra faiblement ses doigts. « Ne les laissez pas les prendre ? Madame Claire, j'ai besoin de comprendre. Qui sont-elles ? D'où viennent-elles » Les yeux de Claire se remplirent de larmes. « mes anges de la rue. » Sa voix commença à faiblir. « Je les ai trouvées, abandonnées, si petites. » Jacques se pencha plus près, essayant de saisir chacun de ces mots. « Quand ? Où ? Derrière le marché, en pleurs, si froid. » Claire cligna lentement des yeux, comme si chaque mot lui coûtait un effort énorme, ne pouvait pas les laisser mourir. Un moniteur se mit à biper plus rapidement et Claire s'agrippa à la main de Jacques avec une force surprenante. « Promets, il protégeait. »« Je le promets, » dit fermement Jacques, « mais j'ai besoin d'en savoir plus. »« Pourquoi vous cachiez-vous ?»« Danger, » marmonna Claire, ses yeux commençant à se fermer. « Ils cherchent, ne doivent pas trouver. » Une infirmière se précipita, vérifiant le moniteur. « Je suis désolé, monsieur, mais je vais devoir vous demander de sortir. Elle doit se reposer. » Dans le couloir, Jacques retrouva Sophie et Emma exactement comme il les avait laissées, mais tenant maintenant des tasses de chocolat chaud que quelqu'un avait gentiment fournies. Le docteur Santos était assis entre elles, tentant sans succès d'engager la conversation. « Monsieur Thompson, dit-elle en se levant. Nous devons discuter des prochaines étapes. Sans papier ni tuteur légal identifié, les filles devront être placées. » « Non !» La voix de Jacques sortit plus fort qu'il ne l'avait voulu. « Elle reste avec moi. » L'assistante sociale ajusta ses lunettes. « Monsieur Thompson, je comprends votre préoccupation, mais il y a des procédures. Je suis Jacques Thompson, de Thompson Technologies,
l'interrompit-il, détestant avoir à se reposer sur son nom et son statut, mais sachant qu'il le devait. J'ai des ressources, de l'influence, et de nombreux avocats qui garantiront la sécurité de ces enfants pendant que nous déterminerons exactement ce qui se passe. Comme pour renforcer ses dires, Sophie et Emma se levèrent et se dirigèrent vers lui, une de chaque côté. Quelque chose dans leur façon de se déplacer, la confiance absolue avec laquelle elles s'approchaient, fit hésiter le docteur Santos. « J'aurai besoin de garanties, dit-elle finalement. Des documents, des évaluations ? Vous les aurez tous sur votre bureau dès demain matin, promit Jacques. Mais pour ce soir, elle reste avec moi. » Alors que l'assistante sociale partait, Jacques sentit deux petites mains se glisser dans les siennes. Baissant les yeux, il rencontra deux paires d'yeux bleus qui le regardaient avec confiance et attente. « On rentre à la maison ?» demanda doucement Sophie. « Maison !» Le mot résonna dans l'esprit de Jacques, porteur de signification et de promesses qu'il n'avait jamais envisagées auparavant. Son Penthouse, autrefois si froid et impersonnel, aurait besoin de quelques changements urgents. « Oui » répondit-il. « Allons-y » mais alors qu'il conduisait les filles dans le couloir de l'hôpital, les mots de Claire résonnaient dans sa tête. Qui les cherchait? Quel danger planait encore? Et surtout, qu'est-ce qui avait poussé deux jeunes enfants à disparaître du monde? Jacques serra les petites mains qui tenaient les siennes, sentant le poids de la promesse qu'il avait faite. Quel que soit le mystère qui se cachait derrière tout ça, il était déterminé à protéger ses enfants, même si cela signifiait affronter ses propres démons. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du bip régulier des moniteurs. Jacques avait réussi à faire revenir les jumelles pour une visite, après avoir convaincu le personnel médical de l'importance cruciale de ce moment. Sophie et Emma étaient assises prudemment sur le bord du lit de Claire, leurs petites mains jointes autour des siennes. Claire, plus lucide après 2 jours de traitement, jeta un coup d'œil à Jacques, qui se tenait près de la porte. « Je pense que vous méritez de connaître la vérité, » dit-elle, sa voix rauque mais stable. « Sur la façon dont j'ai trouvé mes anges. » Jacques tira une chaise près du lit, sentant qu'il était sur le point d'entendre l'histoire qui l'avait tant intrigué. Les jumelles se blottirent plus près de Claire, comme si elles connaissaient déjà le récit mais avaient encore besoin de l'entendre. « J'étais enseignante », commença Claire, un sourire fugace traversant son visage. « Pendant 40 ans. J'ai appris aux enfants à lire et à écrire, à rêver et à croire. J'avais une vie confortable, un mari que j'aimais, une maison à moi. Mais la vie a ses propres plans. » Elle marqua une pause, les yeux perdus vers la fenêtre de l'hôpital. « Pierre, mon mari, est tombé malade. Le cancer. Nous avons tout dépensé pour son traitement, vendu la maison, épuisé toutes nos économies. Mais à la fin, sa voix vacilla légèrement. À la fin, j'étais seule, fauchée, sans abri. Il ne me restait que des souvenirs. » Sophie serra doucement la main de Claire, un geste de réconfort qui mit les larmes aux yeux de Jacques. « Vivre dans la rue n'est pas facile, » poursuivit Claire. « Ce n'est pas seulement la faim ou le froid, c'est l'invisibilité. Les gens passent à côté de vous comme si vous n'existiez pas. Au bout d'un moment, vous commencez à y croire. » Elle ajusta la couverture sur ses genoux, un petit sourire se formant. « J'ai vite appris où il était sûr de dormir, qui pourrait offrir de la nourriture, quels étaient les meilleurs moments pour chercher des objets recyclables. Ce n'était pas une vie que j'avais choisie, mais je me suis accroché à ma dignité. » Et puis, sa voix devint plus douce. « Par une nuit particulièrement froide de janvier, j'ai entendu des pleurs derrière un supermarché fermé. J'ai trouvé ces 2 précieuses petites, elle sourit aux jumelles, si petites, enveloppées dans une fine couverture, avec rien d'autre qu'une enveloppe froissée à côté d'elle. » Jacques se pencha en avant, complètement absorbé. Que disait l'enveloppe? C'était un appel au secours désespéré, répondit Claire. Quelqu'un me suppliant de prendre soin d'elles, disant qu'elles étaient en danger. Seuls leurs noms y figuraient, Sophie et Emma. Les filles s'agitèrent sur le lit, comme elles le faisaient toujours lorsqu'elles se sentaient au centre de l'attention. Beaucoup qualifieraient ça de folie, continua Claire, une femme sans abri prenant la responsabilité de 2 bébés. Mais cette nuit-là, en regardant leur visage, j'ai réalisé que je n'avais pas le choix. Mes années d'enseignante m'avaient appris à reconnaître quand un enfant a besoin de protection. « Comment avez-vous fait ?» demanda Jacques, l'admiration perçant dans sa voix. Claire sourit à nouveau. « Avec de l'amour et un peu de chance. J'ai trouvé cette maison abandonnée quelques semaines plus tard. Ce n'était pas grand-chose, mais ça offrait un abri. Je collectais plus de matières recyclables, et certaines personnes aidaient quand elles voyaient les bébés. Je n'ai jamais accepté plus que ce dont nous avions besoin,
et je ne suis jamais resté assez longtemps pour répondre aux questions. Ses mains caressèrent doucement les cheveux des jumelles. J'ai transformé l'une des pièces en notre maison. Je leur racontais des histoires, en français et en anglais, comme je le faisais pour mes élèves. Je leur ai appris à lire et à écrire dès qu'elles ont pu parler. J'ai essayé de leur donner tout l'amour et l'éducation que je pouvais, même dans des circonstances aussi difficiles. « Pourquoi n'avez-vous pas demandé d'aide » insista doucement Jacques. « Il y a des institutions » La note le coupa Claire, ses yeux devenant alertes. Elle mettait en garde contre un danger. Je ne savais pas de quoi ni de qui, mais le désespoir dans ses mots semblait réel. Dans les institutions, il y aurait eu des dossiers, des questions, des enquêtes. Et si les personnes dont elle se cachait les avaient jamais trouvées? Jacques vit les jumelles se rapprocher encore plus, comme si elles cherchaient toujours la sécurité auprès d'elle. « Alors j'ai gardé notre secret, » dit Claire. Chaque fois que j'entendais une sirène de police ou que je voyais quelqu'un de suspect près de notre cachette, je tremblais. Je savais que ce n'était pas légal d'élever des enfants sans papier, sans scolarisation formelle, sans médecin. Mais l'alternative? Elle frissonna. « Vous les avez sauvés, » dit doucement Jacques. Claire secoua la tête. « Elles m'ont sauvé. Elles m'ont donné un but quand je n'avais plus rien. Chaque sourire, chaque nouveau mot qu'elles apprenaient, chaque câlin. Je me battais pour elles, cherchant de la nourriture, nous gardant au chaud et en sécurité. » Des larmes silencieuses coulaient maintenant sur le visage de Claire. Je sais que ce n'était pas la vie qu'elles méritaient. Elles auraient dû avoir une vraie maison, de nouveaux jouets, des amis, une vie normale. Mais je leur ai donné tout l'amour que j'avais. Sophie et Emma étreignirent simultanément Claire, avec précaution. « Tu es notre mamie » dit fermement Sophie. « La meilleure mamie du monde » ajouta Emma. Jacques sentit des larmes brouiller sa propre vision. L'histoire de Claire était extraordinaire. Une femme qui avait tout perdu mais qui avait tout de même trouvé la force de prendre soin et de protéger 2 enfants abandonnés. « Maintenant, » dit Claire, fixant directement Jacques, « j'ai besoin de savoir si j'ai fait le bon choix en vous faisant confiance. Parce qu'elles sont tout ce que j'ai, tout ce qui compte. » « Vous avez fait le bon choix, » répondit résolument Jacques. « Je les protégerai. Et je découvrirai qui est à leur poursuite. Je le promets. » Claire hocha lentement la tête, se permettant enfin de se détendre. « Alors peut-être, » murmura-t-elle, « après toutes ces années, mes filles pourront enfin avoir la vie qu'elles méritent. » Le soleil entrait par la fenêtre de l'hôpital cet après-midi-là, baignant la pièce d'une lueur dorée. Jacques regarda le trio sur le lit, la femme âgée et les 2 petites filles qu'elle avait si farouchement protégées, et leur promit silencieusement à tous qu'ils découvriraient la vérité derrière ce mystère, quel qu'en soit le coup. « Faisons une aventure aujourd'hui », s'exclama Claire, sa voix portant une excitation spéciale qu'elle réservait pour de telles occasions. C'était un matin froid et pluvieux, du genre à rendre la maison encore plus humide et lugubre. Mais Claire savait exactement comment transformer l'adversité en plaisir. Sophie et Emma, alors âgées d'environ 3 ans, regardaient avec fascination tandis qu'elles drapaient de vieux draps sur des cordes improvisées dans la pièce qu'elles avaient transformée en leur foyer. « Aujourd'hui, » déclara-t-elle avec une fioriture enjouée, « nous allons camper dans la forêt enchantée. » La pièce, que d'autres auraient pu voir comme désolée avec son papier peint qui s'écaillait et ses fenêtres rafistolées avec du carton, prenait vie grâce à l'imagination de Claire. Les taches d'humidité sur les murs se transformaient en cartes au trésor, les ombres projetées par les draps devenaient des arbres magiques, et le sol usait un chemin secret à travers des terres inexplorées. Mais d'abord, sourit Claire en sortant le petit réchaud à alcool qu'elle utilisait avec tant de soin, nous avons besoin de notre petit déjeuner d'aventurier. Avec des mouvements précis, elle chauffa de l'eau dans une casserole cabossée mais méticuleusement propre. Le porridge qu'elle préparait était simple, mais ses histoires le transformaient en une potion magique pour la force et le courage. Les jumelles étaient assises sur des tabourets improvisés, des caisses en bois recouvertes de chutes de tissu, leurs yeux bleus brillants suivant chaque mouvement de cette figure de grand-mère qui transformait la cuisine en un spectacle magique. « Saviez-vous, » dit Claire en remuant le porridge, « que dans la forêt enchantée, chaque animal a un talent spécial. » Elle imitait diverses voix pour chaque personnage imaginaire, l'écureuil sage gardant tous les secrets de la forêt, l'oiseau chanteur livrant des messages importants, le lapin rapide guidant les voyageurs perdus. Les filles gloussaient et se joignaient à l'histoire, ajoutant leurs propres personnages et aventures. C'était la méthode de Claire pour leur enseigner, à travers des histoires, combinant fantaisie et leçons précieuses. Les chiffres étaient enseignés en comptant des pièces magiques, des capsules de bouteilles qu'elle collectait, les lettres en dessinant dans la poussière des fenêtres.
Après le petit déjeuner venait l'école. Claire avait improvisé un tableau noir en peignant une planche avec une peinture spéciale donnée par un peintre aimable. Les morceaux de craie étaient gardés comme des trésors, chaque bout utilisé jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Aujourd'hui, nous apprenons les étoiles, annonça-t-elle, dessinant des constellations sur le tableau fait maison. Sa voix prenait le ton instructif de ses jours d'enseignement, sans jamais perdre l'élément magique qui captivait tant ses petits élèves. Les après-midi étaient consacrés à des activités manuelles. Claire apprenait aux filles à coudre avec des aiguilles émoussées et des chutes de tissu. Chaque point est un vœu, disait-elle, et lorsque nous finissons de coudre, tous les vœux se rassemblent pour créer de la magie. Elle inventait des jeux éducatifs avec des matériaux de récupération, des dominos à partir de morceaux de bois, des puzzles faits de photos découpées dans de vieux magazines, des blocs de construction utilisant de petites boîtes remplies de sable pour le poids. Chaque jouet était une leçon d'ingéniosité et de créativité. Les jours plus froids, Claire avait des astuces spéciales pour les garder au chaud. Elle chauffait des pierres sur le petit réchaud et les enveloppait dans du tissu, les transformant en petites poches de chaleur qu'elle glissait sous les couvertures. Ce sont des pierres magiques, expliquait-elle, chauffées par des dragons dans les montagnes. La nuit était le moment le plus spécial, l'heure du conte. Claire allumait une petite lampe à huile, économisant soigneusement le peu de combustible qu'elle avait, et utilisait ses mains pour projeter des ombres sur le mur, donnant vie à ses histoires. Certaines étaient des contes traditionnels dont elle se souvenait de ses années d'enseignement, d'autres qu'elle inventait sur le champ, toujours avec un message d'espoir et de courage. Il était une fois 2 princesses magiques, commençait-elle souvent, faisant sourire les filles qui se reconnaissaient, qui vivaient dans un château enchanté. Il avait l'air vieux et abandonné pour les passants, mais à l'intérieur, il était plein d'amour et de magie. Les jours d'orage, lorsque le tonnerre secouait la vieille maison, Claire transformait la peur en aventure. Ce sont juste les géants qui jouent au bowling dans les nuages, disait-elle en serrant les filles dans ses bras. Puis elle organisait une soirée pyjama sous les draps drapés, racontant des histoires jusqu'à ce qu'elles s'endorment. La nourriture était toujours un défi. Claire développa un réseau prudent, des boulangers qui gardaient le pain de la veille, un vendeur qui mettait de côté des fruits abîmés mais comestibles, le propriétaire de l'épicerie qui oubliait parfois quelques boîtes de conserve près des poubelles. Elle ne demandait jamais directement, préservant à la fois sa dignité et le secret des jumelles. L'ingéniosité transformait chaque repas en une expérience spéciale. Le pain rassis devenait un toast magique lorsqu'il était réchauffé avec une pincée de cannelle, la soupe de légumes se transformait en potion de force, chaque ingrédient ayant un pouvoir spécial. Même l'eau avait une histoire, elle vient d'une source enchantée dans les montagnes, disait-elle après l'avoir fait bouillir soigneusement. Les filles apprirent très tôt l'importance d'être silencieuses et discrètes. Claire en fit un jeu. « Nous sommes des espionnes secrètes », chuchotait-elle, leur apprenant à se déplacer sans bruit, à observer sans être vues. C'était sa façon de les garder en sécurité tout en préservant leur innocence. Les jours spéciaux, lorsqu'elle parvenait à rassembler quelques pièces supplémentaires, Claire apportait de petites surprises. Un nouveau crayon de couleur, un ruban pour les cheveux, une petite barre de chocolat à partager. Ces simples cadeaux étaient célébrés comme des trésors, chacun avec sa propre histoire magique. La maison abandonnée, avec tous ses défauts et ses limites, était leur sanctuaire. Claire maintenait une vigilance stricte, toujours alerte aux voix étranges ou aux mouvements suspects, au moindre soupçon de danger. Mais entre ces murs délabrés, elle réussit à créer un monde de magie et d'amour, où 2 petites filles pouvaient grandir en sécurité, même si elles étaient cachées. « Nous sommes une famille spéciale », disait Claire en serrant les jumelles dans ses bras avant de dormir. « Les autres ne comprennent peut-être pas notre magie, mais elle est là, dans l'amour que nous partageons. » Ainsi, jour après jour, Claire transforma une situation d'extrême précarité en un conte de fées vivant, prouvant que l'amour et l'imagination peuvent faire jaillir la lumière dans les endroits les plus improbables. Son dévouement inlassable et sa créativité sans bornes firent de la vieille maison non seulement une cachette, mais un véritable foyer où 2 petites filles purent grandir, entourées d'amour, d'apprentissage et de magie. Le bureau de Ricardo Mendes se trouvait au 10e étage d'un modeste immeuble commercial du centre-ville. Jacques regardait le détective privé feuilleter les documents qu'il avait apportés, ses notes sur l'affaire, des photos des jumelles, la déclaration de Claire à l'hôpital, le tout méticuleusement organisé dans un dossier. « Les affaires impliquant des enfants sont toujours les plus difficiles, » dit Ricardo, ajustant ses lunettes à fine monture tout en examinant les photographies. « Surtout quand il n'y a pas de registres officiels pour commencer. » Jacques s'agita dans le fauteuil en cuir usé. Une semaine s'était écoulée depuis qu'il avait trouvé les filles, et chaque jour sans réponse augmentait son anxiété.
Je dispose de ressources illimitées pour cette enquête, déclara-t-il. J'ai juste besoin de la vérité à leur sujet. Ricardo leva les yeux des documents, son visage las reflétant une certaine inquiétude. Monsieur Thompson, parfois tout l'argent du monde ne peut pas résoudre un mystère. Mais nous ferons de notre mieux. Racontez-moi tout à nouveau, chaque détail dont vous vous souvenez. Pendant 1 heure, Jacques relata toute l'histoire, de la découverte des jumelles sur le bord de la route à la maison abandonnée, en passant par les mots décousus de Claire sur le danger et la protection. Ricardo prenait des notes occasionnelles dans un carnet usé, fronçant de plus en plus les sourcils au fur et à mesure que Jacques parlait. « La note » murmura Ricardo. « Claire a mentionné une note laissée avec les bébés. Nous devons la trouver. »« J'ai déjà fouillé la maison abandonnée » répondit Jacques. « Je n'ai rien trouvé d'autre que quelques affaires de base. De vieux vêtements, des jouets improvisés, des ustensiles de cuisine. Une femme qui a consacré 4 ans à protéger ses filles ne jetterait pas le seul indice sur leurs origines, rétorqua Ricardo en se levant et en marchant vers la fenêtre. Nous commencerons par là. Nous devons trouver la note. Dans les jours qui suivirent, l'enquête s'orienta dans de nombreuses directions, qui menèrent toutes à des impasses. Ricardo fit appel à son réseau, des contacts dans les hôpitaux, les registres publics, les refuges. Jacques recevait des mises à jour quotidiennes, chacune plus décevante que la précédente. Aucune trace de jumelles nées dans la région qui correspondent à leur description, rapporta Ricardo lors d'une réunion. J'ai vérifié tous les hôpitaux dans un rayon de 200 km. Bien. Et Claire, demanda Jacques. Des progrès sur son passé? Ricardo ouvrit un autre dossier. Claire Duval, 68 ans. Elle a été enseignante pendant 40 ans à l'Académie Sainte-Marie. Très respectée, aimée de ses élèves. A tout perdu en s'occupant de son mari malade. Après ça, il fit un geste vague, elle a disparu du système jusqu'à aujourd'hui. Ils retournèrent plusieurs fois à la maison abandonnée, cherchant méticuleusement le moindre indice. Chaque pièce fut inspectée, chaque lame de plancher desserrée vérifiée, chaque cachette imaginable examinée. Mais la note mentionnée par Claire semblait s'être volatilisée. C'est comme si ces filles étaient apparues de nulle part, dit Ricardo, la frustration perçant dans sa voix. Pas d'acte de naissance, pas de rapport d'enfants disparus qui correspondent, aucune piste sur leurs parents. Jacques se passa une main sur le visage, épuisé. De retour à son pentouse, Sophie et Emma s'adaptaient étonnamment bien, insufflant vie et joie dans ce qui était autrefois un environnement stérile. Mais le manque de réponse le rongeait. « Vous êtes certain d'avoir vérifié tous les hôpitaux » demanda-t-il pour la 10e fois. « Tous » confirma Ricardo en consultant ses notes. Y compris les cliniques privées et les maisons de naissance. Aucune trace de jumelles de cette période qui correspondent à leurs traits. Comment est-ce possible, marmonna Jacques, principalement pour lui-même. 2 enfants ne peuvent pas simplement apparaître de nulle part. Le détective ferma son carnet avec un soupir. Parfois, les mystères les plus déroutants ne laissent aucune trace. Quiconque a laissé ses filles a fait un travail minutieux pour effacer chaque bribe de preuve. En rentrant chez lui ce soir-là, Jacques ne pouvait s'empêcher de penser aux questions sans réponse. Qui étaient les parents des jumelles? Pourquoi les avaient-ils abandonnées? Et plus important encore, quel était le danger que craignait Claire? En entrant dans son pentouse, il trouva Sophie et Emma en train de dessiner dans le salon. Elles avaient esquissé un portrait de lui, de Claire et d'elle-même, une famille improvisée mais authentique. « Oncle Jacques !» crièrent-elles à l'unisson, courant pour le serrer dans leurs bras comme elles le faisaient chaque soir. Plus tard, après les avoir mises au lit, Jacques reçut un SMS de Ricardo, une autre impasse. Aucun signe d'enfant leur correspondant dans les registres scolaires locaux non plus. Comme si quelqu'un avait délibérément effacé toutes les traces. Jacques contempla les jumelles endormies, leur visage serein ne donnant aucun indice du mystère qui les entourait. Pendant ce temps, Claire se remettait lentement à l'hôpital, ses avertissements de danger résonnant dans son esprit. La frustration de l'enquête montait, chaque piste ne faisant qu'engendrer plus de questions. C'était comme poursuivre des ombres, plus il s'approchait, plus le mystère reculait. Assis dans son bureau privé, Jacques examina une fois de plus les maigres preuves qu'ils avaient. Des photos des filles, des rapports peu concluants, des notes ne menant nulle part. La vérité sur Sophie et Emma semblait être protégée par un voile impénétrable de secret. Pourtant, en étudiant une photo récente des jumelles souriantes, Jacques réalisa que peut-être, certaines vérités étaient plus importantes que d'autres. Leurs origines étaient une énigme, oui, mais l'amour de Claire pour elle pendant 4 ans et sa propre affection grandissante étaient réels et tangibles.
Peut-être, pensa-t-il, certains mystères n'ont pas besoin d'être résolus. Peut-être que ce qui compte le plus, c'est de protéger leur présent et leur avenir. Dans cet esprit, Jacques rangea les documents de l'enquête. L'histoire des jumelles resterait un mystère pour l'instant, mais tant qu'elles étaient en sécurité et aimées, c'était peut-être suffisant. Le petit jardin de l'hôpital semblait parfait pour des conversations sérieuses en cet après-midi d'automne frais, avec la douce lumière du soleil filtrant à travers les feuilles dorées. Claire, assise dans un fauteuil roulant, regardait Sophie et Emma jouer près d'une petite fontaine. 2 semaines de convalescence avaient fait des merveilles. Ses joues étaient plus roses, son regard plus clair. Jacques était assis sur un banc à côté d'elle, remarquant comment ses yeux ne quittaient jamais les filles, même pendant qu'il parlait. « Vous savez, » commença Claire, sa voix plus forte ces jours-ci, « avant elle, j'avais l'impression d'avoir perdu tout but. Quand Pierre est mort, quand j'ai tout perdu, je pensais que ma vie était finie. » Jacques resta silencieux, la laissant continuer. Les jumelles riaient en essayant d'attraper les feuilles qui tombaient, leur nouvelle robe, un cadeau de Jacques, flottant dans la brise. Vivre dans la rue est solitaire, dit le sentiment d'être invisible. Le châle sur ses épaules, un cadeau des infirmières qui s'étaient prises d'affection pour elle. J'avais l'habitude de m'asseoir sur un banc de parc, regardant les enfants jouer avec leurs parents, me souvenant de mes propres années d'enseignante, de ce que ça faisait de faire une différence. Et puis vous les avez trouvés, dit doucement Jacques. Claire sourit, des larmes brillant dans ses yeux. Elles m'ont trouvé, Jacques. Cette nuit-là, quand j'ai entendu leurs pleurs, et vous savez ce qui est ironique? C'était la première fois en 2 ans que quelqu'un avait besoin de moi. Sophie fit un signe de la main depuis la fontaine, et Claire répondit instantanément. La note parlait de danger, mais je pense que même sans elle, je les aurais prises. Il y avait quelque chose dans leurs yeux, de si purement confiant. Avez-vous pensé à demander de l'aide? Demanda doucement Jacques. Les autorités, les services sociaux? Claire secoua la tête avec emphase. Les mots de cette note n'étaient pas seulement un avertissement, mais un appel désespéré. Elles sont en danger. Qui laisse 2 bébés dehors dans le froid, à moins que le danger de les garder ne soit encore plus grand? Jacques digéra son explication, regardant les jumelles qui tournaient maintenant en rond l'une autour de l'autre dans une sorte de danse improvisée. Ces premiers mois, continua Claire, je dormais à peine. Chaque sirène, chaque étranger passant trop près de notre cachette, j'ai transformé la peur en prudence, la prudence en routine. J'ai appris un nouveau type d'invisibilité, non plus celle de la femme sans abri que les gens ignoraient, mais celle d'une gardienne protégeant un secret inestimable. Sa voix trembla. Je sais que ce que j'ai fait n'était pas légal, élever 2 enfants hors système, sans école formelle, sans soins médicaux. Mais chacun de leurs sourires, chaque nouveau mot, chaque câlin avant de dormir, je savais que c'était juste. Vous leur avez donné de l'amour, dit Jacques, et une protection. Une famille. Claire se tourna vers lui, ses yeux d'une intensité inattendue. Vous ne comprenez pas, Jacques. Elles m'ont donné tellement plus. Elles m'ont donné une raison de vivre, de me battre. Chaque centime que je gagnais était pour elles, chaque histoire que j'inventais, chaque petite astuce pour garder cette maison un tant soit peu vivable. Il ne s'agissait pas seulement de les protéger, il s'agissait de leur donner une enfance, même dans les pires circonstances. Emma accourut à ce moment-là, ses cheveux dorés brillant au soleil. « Mamie Claire, regarde ce que j'ai trouvé. » Elle tendit une plume de pigeon, miroitant à la lumière. Claire prit la plume avec une fausse solennité, comme s'il s'agissait d'un joyau inestimable. « Ah, ma petite, c'est de la magie. Sais-tu ce qu'on dit des plumes de pigeons trouvées dans les jardins d'hôpitaux ?» Emma secoua la tête, les yeux écarquillés. Sophie s'approcha également, tout aussi intriguée. « On dit qu'elles portent chance et guérison, » improvisa Claire, son ton transformant une simple histoire en quelque chose de merveilleux, surtout quand elles sont trouvées par de courageuses petites princesses. Les filles rayonnèrent, retournant en hâte à leur jeu. Jacques les regarda avec un serrement de cœur. « Vous voyez, dit doucement Claire, c'est comme ça que nous avons survécu, en transformant chaque petite chose en magie, chaque épreuve en aventure. Je ne pouvais pas leur donner de nouveaux jouets ou de nouveaux vêtements, mais je pouvais leur donner de l'imagination, des histoires, de l'amour. » Elle marqua une pause, le regard perdu. Parfois, les pires nuits, quand le froid était trop vif ou la nourriture trop rare, je me demandais si j'étais égoïste, si j'aurais dû les confier aux autorités, leur donner une chance d'avoir une vie normale. Mais, l'incita Jacques. Mais ensuite, je me souvenais de la note, du désespoir dans ces mots, et je les regardais dormir, blottis l'une contre l'autre,
me faisant entièrement confiance. Comment aurais-je pu trahir cette confiance? Jacques posa une main sur la sienne, sentant les callosités formées par des années de lutte. Vous êtes une personne extraordinaire. Claire rit doucement. Non, Jacques. Je suis juste quelqu'un qui a trouvé un but quand elle en avait le plus besoin. Ces filles, elles m'ont sauvé tout autant que je les ai sauvées. Le soleil commençait à baisser, peignant le ciel de nuances roses et orangées. Les filles revinrent vers eux, se positionnant automatiquement de chaque côté du fauteuil roulant de Claire. Jacques, commença Claire, sa voix sérieuse, vous devez comprendre. Quel que soit le danger qui les menaçait, il est peut-être toujours là. Promettez-moi de les protéger, quoi qu'il arrive. En regardant cette famille inhabituelle, la femme âgée qui avait tout sacrifié par amour et les deux filles qui lui avaient donné un sens à la vie, Jacques sentit le poids de cette promesse. De ma vie, répondit-il, et il savait que chaque mot était vrai. C'était un après-midi calme à l'hôpital quand elle apparut. Une jeune femme, pas plus de 30 ans, portant un simple uniforme de nettoyage. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon discret et ses yeux, d'une nuance de bleu étonnante, semblaient accablés par le poids du monde. Claire était seule dans sa chambre, les jumelles étaient sorties manger une glace avec Jacques, leur nouvelle tradition. La femme entra silencieusement, poussant un chariot de nettoyage. « Bonjour », dit-elle doucement, sa voix tremblant légèrement. « Je suis venue nettoyer la chambre. » Claire, qui feuilletait un magazine, leva les yeux, et le temps sembla se figer. Pendant un instant, aucune d'elles ne bougea. Les seuls sons étaient le bip régulier des moniteurs et le tic-tac de l'horloge murale. « Je vous connais », murmura finalement Claire, sa voix à peine audible. La femme, dont le badge indiquait Émilie Martin, serra le chiffon dans ses mains. « Non, madame, vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. » Mais Claire continua de la fixer, les souvenirs d'années passées en alerte silencieuse affluant dans son esprit. La femme qu'elle voyait parfois observer de loin, la silhouette disparaissant dans l'ombre dès qu'elle remarquait qu'elle était observée. « Vous avez toujours été là, » poursuivit Claire, sa voix se raffermissant. « Au marché, sur la place, près de la maison. Vous pensiez que je ne remarquais pas. » Émilie ferma doucement la porte, ses mains tremblantes, des larmes se formant dans ses yeux, si semblables à ceux de Sophie et d'Emma qu'il était impossible de nier le lien. « Comment vont-elles » demanda Émilie, la voix lourde d'émotion. « Vous savez déjà comment elles vont » répondit Claire, sans accusation dans son ton, seulement une profonde compréhension. « Vous les avez observées toutes ces années. » Émilie réprima un sanglot, s'effondrant sur la chaise à côté du lit. « Je ne pouvais pas rester loin. Mais je ne pouvais pas non plus, je ne pouvais pas m'approcher. » « À cause du danger dans la note » demanda doucement Claire. Émilie hocha la tête, essuyant ses larmes du dos de sa main. « Je travaille comme femme de ménage à l'hôpital. Quand j'ai appris que vous étiez ici, je devais voir comment vous alliez. Vous remercier. »« Me remercier ? Pour avoir fait ce que je ne pouvais pas faire » dit Émilie, la voix brisée. « Leur donner de l'amour, une protection, un foyer, même s'il n'était pas parfait. » Claire tendit sa main ridée et Émilie la prit comme si c'était une bouée de sauvetage. « Pourquoi ne me racontez-vous pas toute l'histoire, maintenant » suggéra-t-elle doucement. Émilie ouvrit la bouche pour répondre, mais des voix joyeuses s'approchèrent de la chambre. Jacques et les jumelles revenaient. Paniquée, Émilie se leva brusquement. « Je ne peux pas. Je ne suis pas prête » balbutia-t-elle en se dirigeant vers la porte. Émilie appela fermement Claire. « Elle mérite de savoir. Et vous méritez de les rencontrer. » La porte s'ouvrit et Sophie et Emma entrèrent en bondissant, leurs visages illuminés de sourires et barbouillés de glace au chocolat. Elles s'arrêtèrent net en voyant l'étrangère. Pendant un instant, il sembla que le temps se figeait à nouveau. Émilie fixait ses filles avec une intensité qui serra le cœur de Claire. Les jumelles, à leur tour, firent preuve de cette intuition étrange qui était la leur. Quelque chose dans leurs expressions changea, comme si elles reconnaissaient quelque chose de familier chez cette femme inconnue. Jacques, debout à la porte, sentit la tension. « Je suis désolé, nous ne savions pas que vous aviez de la visite. »« Je partais justement » laissa échapper Émilie, la voix tremblante. « Je venais juste nettoyer. » Elle passa devant Jacques et les filles, mais pas avant que Sophie ne demande de sa petite voix claire « Pourquoi pleures-tu » Émilie se figea, son corps secoué de tremblements. Elle se retourna lentement, rencontrant deux paires d'yeux bleus, identiques aux siens. « Émilie, » dit à nouveau Claire, doucement mais fermement. « Reste. » Jacques, réalisant que quelque chose d'important se passait, ferma doucement la porte.
Les jumelles, dans leur sagesse enfantine, s'approchèrent d'Émilie, bien que prudemment. « Tes yeux ressemblent aux nôtres, » dit Emma en penchant la tête. Émilie tomba à genoux, maintenant à leur niveau, les mains tremblant à ses côtés, comme si elle voulait les toucher mais n'osait pas. « Oui, » murmura-t-elle, « ils sont comme les vôtres. »« Tu nous connais ?» demanda Sophie, faisant un pas de plus. Émilie jeta un coup d'œil à Claire, qui lui fit un signe de tête encourageant, puis à Jacques, qui observait avec une protection prudente. « Oui, » dit-elle finalement, les larmes coulant librement maintenant. « Je vous ai toujours connu. »« Comment ?» demanda Emma. Émilie prit une profonde inspiration, les larmes coulant de son menton. « Parce que je suis votre mère. » Un silence tomba comme un rideau. Les jumelles regardèrent Claire, qui offrit un doux sourire, puis Jacques, qui semblait aussi stupéfait qu'elle, et enfin de nouveau Émilie. « Pourquoi n'es-tu jamais venue nous voir ?» demanda Sophie, sa voix remplie de curiosité plutôt que d'accusation. « Parce que... » Émilie déglutit difficilement, « parce que je voulais vous garder en sécurité. Et la seule façon que je connaissais, c'était de vous laisser avec quelqu'un qui pouvait vous protéger mieux que moi. »« Mamie Claire, » dit Emma, la compréhension se faisant jour sur son visage. « Oui, » répondit Émilie en sanglotant. « Votre mamie Claire est la personne la plus courageuse et la plus gentille que j'ai jamais connue. » Claire essuya ses propres larmes en les regardant. « Mais tu n'as jamais cessé de t'occuper d'elle, n'est-ce pas ?» demanda Jacques. « Tu étais toujours là, à t'assurer qu'elles allaient bien. » Émilie hocha la tête. « Je ne pouvais tout simplement pas rester complètement loin. Je devais savoir si elles étaient en sécurité, heureuses, même si je ne pouvais pas faire partie de leur vie. » Sophie et Emma échangèrent ce regard de jumelles, puis, à la surprise de tous, s'avancèrent toutes les deux et étreignirent Émilie. Émilie laissa échapper un mélange de sanglots et de rires, serrant ses filles dans ses bras après 4 longues années. « Pardonnez-moi, » murmura-t-elle. « Pardonnez-moi de ne pas avoir été assez forte pour rester. »« Tu as été assez forte pour les garder en sécurité, » dit doucement Claire. « Et peut-être que maintenant, nous pouvons tous être forts, ensemble. » Jacques, qui avait observé tranquillement jusqu'alors, prit la parole. « Émilie, je pense que nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Émilie hocha la tête, berçant toujours les jumelles. « Oui, » dit-elle. « Vous devez connaître toute la vérité. Sur le danger, sur pourquoi j'ai dû les laisser partir. » Le bureau de Jacques Thompson, normalement réservé aux transactions commerciales et aux décisions d'entreprise, était devenu le théâtre d'une conversation beaucoup plus personnelle et critique. Les grandes fenêtres offraient une vue imprenable sur la ville, rougeoyante sous le soleil de l'après-midi, tandis qu'à l'intérieur, la tension et l'émotion pesaient lourdement dans l'air. Émilie Martin était assise dans l'un des fauteuils en cuir, les mains jointes sur ses genoux. Claire, fraîchement sortie de l'hôpital, occupait une autre chaise, semblant plus forte chaque jour. Jacques se tenait appuyé contre son bureau, tandis que les jumelles étaient assises par terre dans un coin, apparemment absorbées par leurs dessins, mais les oreilles attentives à chaque mot. « Je pense qu'il est temps, » dit doucement Jacques, « que nous comprenions enfin ce qui s'est passé. » Émilie prit une inspiration tremblante, ses yeux si semblables à ceux des filles se déplaçant nerveusement entre les autres. « Par où dois-je commencer ? » ?»« Par le début, » suggéra gentiment Claire. « Pourquoi avez-vous dû les laisser cette nuit-là » Émilie ferma les yeux, comme pour rassembler son courage. « Je travaillais comme assistante administrative. C'était mon premier emploi dans une grande entreprise, une vraie chance après des années de difficultés. » Elle marqua une pause, les mains tremblantes. Le père des filles occupait un poste de pouvoir. Il l'a découvert, continua-t-elle, la voix tremblante, vers mon 5e mois, quand je ne pouvais plus cacher la grossesse. Il était furieux. Il a dit que j'avais tout gâché, que je menaçais son statut, son avenir. Dans le coin, Sophie et Emma s'arrêtèrent de dessiner, leurs crayons en suspens. Il m'a menacé, poursuivit Émilie, les mains tremblant visiblement. Il a dit que si je ne réglais pas le problème, il le ferait. Qu'il avait assez de pouvoir pour s'assurer que je ne verrais jamais mes enfants, que personne ne me croirait contre lui. Je savais qu'il en était capable. Jacques serra inconsciemment les poings tandis que Claire se couvrait la bouche, choquée. Je me suis enfuie cette nuit-là, dit Émilie à travers ses larmes. J'ai démissionné par email et j'ai disparu. J'ai passé le reste de ma grossesse à me cacher, à changer de ville. Mais quand les filles sont nées, je savais qu'il n'arrêterait jamais de chercher. Il avait des ressources, des relations. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Donc vous ne pouviez pas les garder avec vous, conclut doucement Claire.
Émilie secoua la tête, la culpabilité toujours visible dans ses yeux. Alors j'ai observé et attendu, quelqu'un qui pourrait les protéger mieux que moi. C'est là que je vous ai trouvé, Claire. J'ai vu comment vous traitiez les autres enfants, même en vivant dans la rue. Il y avait une force et une gentillesse en vous qui m'ont donné de l'espoir. Mais vous n'êtes jamais vraiment parti, observa Jacques. Je ne pouvais pas, acquiesça Émilie, jetant un coup d'œil aux jumelles. J'ai trouvé des petits boulots par-ci par-là, me déplaçant toujours pour ne pas laisser de traces, mais sans jamais aller trop loin. Parfois, je passais des heures à observer de loin, à voir comment Claire transformait cette vieille maison en un foyer aimant. Sophie se leva soudain, marchant vers Émilie avec des pas déterminés. Emma suivit, comme toujours. « Tu pleurais quand tu nous voyais » demanda Sophie. Émilie parut surprise par la question. « Oui, mon amour. Chaque fois. » « Je le savais, » dit simplement Sophie. Parfois, je sentais quelqu'un pleurer même si je ne voyais personne. Emma prit la main d'Émilie, la regardant attentivement. « Tu avais vraiment peur » Émilie serra Emma dans ses bras, tendant son autre bras à Sophie. « Oui, ma chérie. Mais la peur de vous perdre était plus grande que la peur de lui. »« Que voulez-vous maintenant » demanda Jacques, sa voix empreinte de détermination. « Émilie, que cherchez-vous » Émilie tourna son regard vers les jumelles, puis vers Claire, pour finalement se poser sur Jacques. « Je veux faire partie de leur vie, si vous me le permettez. Pas pour remplacer l'amour que Claire leur a donné, ni pour interférer dans ce que vous construisez, Jacques. Je veux juste avoir la chance de les aimer ouvertement. »« Même avec le risque » demanda doucement Claire. « Je ne peux plus vivre dans l'ombre » répondit Émilie. « Ces dernières semaines, en voyant à quel point elles sont en sécurité avec vous tous, peut-être qu'ensemble, nous pourrons les protéger mieux que je n'ai jamais pu le faire seul. » Claire sourit à travers ses larmes. « Il n'y a jamais trop d'amour pour un enfant. Elles peuvent avoir deux mères et un oncle, n'est-ce pas ?» Les jumelles arborèrent ce sourire identique qui illumina leur visage. « Et une mamie » ajouta Emma. « Mais nous devons être prudents, » intervint Jacques, protecteur. « Mettre en place des mesures de sécurité, être prêt. On peut tous vivre ensemble, lança Sophie, débordant d'enthousiasme. Les adultes échangèrent des regards, considérant la suggestion de l'enfant sous un nouvel angle. Mon Pantouse est très sécurisé, commença Jacques. Claire emménage déjà. J'ai besoin d'un peu de distance, dit doucement Émilie, pour la sécurité. Mais je peux être là, rendre visite. On peut avoir deux maisons, demanda Emma. Une avec oncle Jacques et mamie Claire, et une autre pour rendre visite à maman Émilie. Une fois de plus, les suggestions des filles se révélèrent étonnamment logiques. C'était un moyen pour Émilie de maintenir son indépendance et sa sécurité tout en tissant une relation avec ses filles. « Je peux organiser un appartement sécurisé » proposa Jacques, « avec toute la protection dont vous avez besoin. » Émilie hocha la tête, des larmes de gratitude montant à nouveau. « Vous feriez ça, après tout ? Nous sommes une famille maintenant, dit fermement Claire. Peut-être pas au sens conventionnel, mais la famille, c'est plus que des conventions. » Les jumelles, toujours dans les bras d'Émilie, sourirent comme si le soleil était apparu dans le bureau. Jacques les regarda, sentant une détermination croissante. Qui que soit l'ancien patron d'Émilie, quel que soit le pouvoir qu'il détenait, il devrait maintenant passer par eux tous. « C'est donc décidé, dit Jacques. Nous ferons en sorte que ça marche. Avec toutes les précautions possibles. Une famille avec des super-pouvoirs secrets, cria Sophie, faisant rire tout le monde. Eh bien, sourit Jacques malgré la gravité de la situation, ça mérite une célébration. Que diriez-vous d'un dîner, nous tous ? Les jumelles sautèrent d'excitation, Émilie rit à travers ses larmes, et Claire hocha la tête avec approbation. C'était un nouveau départ pour eux tous, non pas exempts de peur ou de danger, mais portés par l'amour et la détermination de rester unis quoi qu'il arrive. Et alors que le soleil se couchait sur la ville, baignant l'horizon de nuances de rose et d'or, cette famille improbable commença à planifier son avenir, un avenir fondé sur l'amour, le courage et la volonté de faire face à n'importe quel défi, main dans la main. Le Pantouse de Jacques avait subi une transformation remarquable ces dernières semaines. Des pièces autrefois austères et minimalistes révélaient maintenant des signes clairs de la présence des jumelles, des dessins colorés sur le réfrigérateur, des jouets soigneusement rangés dans des paniers chics, et de petites chaussures alignées près de la porte. C'était un dimanche après-midi, et Émilie était venue rendre visite. Claire était dans la cuisine en train de préparer du chocolat chaud, tandis que Sophie et Emma montraient fièrement leur chambre nouvellement décorée à leur mère.
Jacques se tenait sur le pas de la porte, souriant en voyant à quel point sa vie avait changé en si peu de temps. Émilie s'arrêta brusquement dans le couloir, où un mur affichait une série de photographies de familles encadrées. Jacques vit son visage pâlir. « Émilie » appela-t-il, remarquant son changement soudain. « Tout va bien ?» Mais Émilie semblait transfixée par une photo particulière, une de Jacques avec son frère aîné, Thomas, lors d'une partie de pêche 2 ans plus tôt. Sa main trembla en la désignant. « Vous le connaissez, Thomas » demanda Jacques, un étrange sentiment lui tordant l'estomac. « Thomas » murmura Émilie, le nom s'échappant de ses lèvres comme un soupir effrayé. « Thomas Thompson. » Le monde se figea un instant. Jacques eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il se souvint d'avoir remarqué certaines ressemblances chez les jumelles, cette familiarité mystérieuse qu'il avait ressentie dès le premier instant où il les avait vues. « Non » souffla-t-il, la voix rauque. « Ce n'est pas possible. »« Jacques ?» Claire sortit de la cuisine, portant un plateau de tasses fumantes. « Que se passe-t-il » Émilie ne pouvait détacher ses yeux de la photo, des larmes coulant sur son visage. « C'est votre frère. » Les tasses s'entrechoquèrent sur le plateau alors que Claire le posait précipitamment sur une table voisine. Sophie et Emma, sentant la tension, apparurent à la porte de la chambre avec des regards inquiets. « Thomas » poursuivit Émilie, la voix tremblante, était le cadre supérieur où je travaillais. Quand il a appris ma grossesse, elle marqua une pause, déglutie, il m'a menacé. Jacques tituba jusqu'à s'appuyer contre le mur, ses jambes trop faibles pour le soutenir. Les filles, ce sont mes nièces ? Un silence tomba comme une chape de plomb. Claire porta les mains à sa bouche tandis que les jumelles, ne saisissant pas entièrement la gravité de la situation, se rapprochèrent instinctivement d'Émilie. « Il m'a menacé » répéta Émilie avec plus de force, les larmes coulant librement maintenant. « Il a dit qu'il ruinerait ma carrière, qu'il utiliserait tout son pouvoir et son influence pour prendre mes bébés dès leur naissance. Que personne ne me croirait contre lui. » Jacques ferma les yeux. C'était typique de Thomas. Il avait toujours été le frère le plus ambitieux, le plus impitoyable. Tandis que Jacques avait bâti son propre empire à partir de rien, Thomas avait gravi les échelons de l'entreprise en utilisant tous les moyens possibles. « C'est pour ça que vous vous êtes enfui, » dit Claire, comprenant enfin. « C'est pour ça que vous aviez si peur. » Émilie hocha la tête, serrant Sophie et Emma plus près. Il avait tellement de pouvoir, tellement de relations. Je savais qu'il pouvait faire exactement ce qu'il menaçait de faire. Je l'avais vu détruire d'autres personnes qui l'avaient contrarié. « Oncle Jacques » demanda Sophie, sa voix petite mais stable. « Tu es fâché contre maman » La question innocente transperça le cœur de Jacques. Il regarda les jumelles, ses nièces, traçant leurs traits, notant non seulement la ressemblance avec Thomas, mais aussi leur douceur et leur innocence, des traits que Thomas avait perdus depuis longtemps dans sa quête de pouvoir. « Non, ma chérie » dit-il doucement. « Je ne suis pas fâché contre ta maman. Elle a été très courageuse de vous protéger. Nous devrions confirmer, » dit Claire, pragmatique. « Un test ADN. » Oui, acquiesça instantanément Jacques. « Je vais l'organiser immédiatement. » Dans les jours qui suivirent, alors qu'ils attendaient les résultats, une tension enveloppa le Penthouse. Jacques passa des heures dans son bureau, examinant de vieilles photographies, incapable désormais de ne pas voir les traits familiaux que les jumelles affichaient. La même forme d'yeux que sa mère, le même sourire que son père. Comment n'avait-il pas réalisé plus tôt ? Lorsque l'enveloppe arriva avec les résultats, personne ne fut surpris par la confirmation. Une probabilité de 99,9% de parenté. Les jumelles étaient bien les filles de Thomas Thompson. « Que faisons-nous maintenant » demanda Émilie, les mains tremblantes en tenant le rapport de laboratoire. « S'il l'apprend, il ne posera pas un doigt sur vous, » déclara Jacques, sa détermination une force tangible. « Je suis aussi puissant que mon frère maintenant. Et contrairement à lui, j'utilise mon influence pour protéger, pas pour détruire. » Claire, assise entre les jumelles, hocha la tête. « Nous sommes une famille. Tous ensemble. Les familles se protègent les unes les autres. Mais c'est notre papa » s'enquit Emma, la curiosité évidente dans sa voix. Ce fut Émilie qui répondit, s'agenouillant devant elle. « Oui, ma chérie. Mais parfois, être un père, c'est plus que partager de l'ADN. C'est l'amour, la protection, le soin. Comme Mamie Claire qui vous a protégé quand vous n'aviez rien. Et oncle Jacques qui a été un papa pour vous maintenant. » Jacques sentit des larmes lui piquer les yeux. En quelques semaines, toute sa vie avait été bouleversée.
Il avait découvert non seulement qu'il était oncle, mais que son propre frère était capable de menacer une femme enceinte et de mettre en péril la sécurité de ses propres enfants. Thomas n'a pas besoin de savoir, dit-il finalement. Pas encore. Pas tant que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir vous garder en sécurité. Émilie laissa échapper un soupir tremblant tandis que les jumelles couraient pour serrer Jacques dans leurs bras. Oncle, protecteur, figure paternelle à tous égards. Je pense, dit Claire avec un doux sourire, que le petit miracle de notre famille vient de devenir encore plus spécial. Un mois s'était écoulé depuis cette révélation fracassante. Le pantouse de Jacques, autrefois symbole de son mode de vie solitaire, vibrait maintenant d'une énergie différente. Les matins, autrefois rythmés uniquement par la cafetière et les informations financières, étaient maintenant un cœur de rire, de bavardage et d'arômes de crêpes. Ce matin-là, Jacques observait depuis la porte de la cuisine tandis que Claire apprenait aux jumelles à faire des crêpes en forme d'animaux. Émilie, qui avait passé la nuit dans la chambre d'amis après une soirée cinéma, aidait Sophie à verser la pâte dans la poêle. « Regarde, oncle Jacques !» s'exclama fièrement Emma, montrant une crêpe qui ressemblait plus à un nuage gonflé qu'à un lapin. « C'est un lapin !» Jacques sourit, réalisant à quel point oncle était passé d'un fait choquant à un titre chéri. « C'est la meilleure crêpe lapin que j'ai jamais vue, répondit-il, la ravissant. La transformation de l'appartement reflétait les changements dans leur vie. Le bureau de Jacques arborait un mur couvert de dessins des filles, la bibliothèque austère avait maintenant une étagère colorée de livres pour enfants, et la chambre d'amis autrefois vide était maintenant un espace enchanté avec des murs pastels et des meubles choisis avec soin par tout le monde. Émilie avait d'abord résisté à l'aide financière de Jacques, mais avait finalement accepté que c'était son droit et sa responsabilité en tant qu'oncle des jumelles. Il lui avait trouvé un appartement sécurisé dans le même immeuble, juste quelques étages en dessous, afin qu'elle puisse être proche tout en gardant son propre espace. « Tu sais, dit Claire plus tard dans la journée, en regardant les jumelles jouer dans le salon, c'est incroyable comme le destin fonctionne. Il y a 4 mois, nous étions tous des étrangers. » Jacques hocha la tête, pensif. « Parfois, je me demande comment je n'ai pas vu ça avant. Maintenant, les similitudes avec Thomas sont évidentes. » « Mais elle te ressemble à bien des égards, intervint doucement Émilie en les rejoignant. « Ta gentillesse, ton empathie, ça ne vient pas de leur père. » C'était vrai. Plus Jacques passait de temps avec ses nièces, plus il reconnaissait en elles les meilleurs traits de sa famille. La détermination de sa grand-mère, la créativité de son grand-père, la loyauté que Jacques lui-même tenait en haute estime. Thomas avait peut-être contribué à l'ADN, mais le caractère des filles était façonné par l'amour, pas par l'ambition. Il s'était installé dans une sorte de routine, jonglant avec de nouvelles responsabilités. Les matins commençaient généralement chez Jacques, avec Claire préparant le petit déjeuner tandis qu'Émilie, qui montait haut de son appartement, aidait les jumelles à se préparer pour l'école privée qu'elle fréquentait maintenant, une institution soigneusement choisie pour sa discrétion et sa sécurité. Jacques restructura son emploi du temps, déléguant plus de tâches pour pouvoir être une figure stable pour les jumelles. Il assistait aux réunions parents-professeurs, supervisait les devoirs, ne manquait jamais un spectacle ou un événement. Pour elle, il devint une présence constante et fiable, l'oncle qui était toujours là. « Je me souviens de la première fois que je les ai vus, songea-t-il un soir, alors que les adultes partageaient un verre de vin après que les filles se soient endormies. Sur cette route poussiéreuse. Elles avaient l'air si petites et effrayées. Je n'aurais jamais imaginé qu'elles deviendraient la partie la plus importante de ma vie. » Claire sourit, son visage ridé paraissant plus doux sans le poids du secret. « L'amour fait des miracles, Jacques. Il transforme des étrangers en famille. » Émilie, qui luttait encore avec la culpabilité du passé, essuya discrètement une larme. « Vous m'avez donné plus que le pardon. Vous m'avez donné une vraie famille. » Bien sûr, des défis subsistaient. Les filles avaient encore des questions sur le père qu'elles n'avaient jamais connu. La peur que Thomas découvre la vérité planait. Mais ils faisaient face à tout cela ensemble, chacun offrant les forces uniques qui les liaient en tant que famille. Jacques avait engagé du personnel de sécurité discret pour surveiller Thomas de loin, s'assurant qu'il restait inconscient de la vérité. Émilie reprenait lentement confiance en elle professionnellement, occupant un poste dans une plus petite entreprise avec des horaires flexibles. Claire, maintenant confortablement installée dans le pantouse de Jacques, était le pilier émotionnel, guidant tout le monde avec sa sagesse et son amour inconditionnel. Les jumelles s'épanouissaient dans l'amour et la sécurité qui les entouraient. Sophie, toujours la plus introspective, montrait un talent pour l'art, ses peintures prenant lentement plus de place dans les 2 appartements. Emma développa une passion pour la narration,
tissant des contes élaborés, mêlant les épreuves passées aux nouvelles aventures. « Tu penses » demanda Sophie un soir alors que la famille regardait le coucher de soleil depuis le balcon, « qu'un jour on rencontrera notre papa ?» Une tension naquit à sa question. Jacques s'agenouilla devant sa nièce, choisissant ses mots avec soin. « Un jour, quand ce sera sûr. Nous gérerons ça ensemble, en famille. » « Mais on a déjà toute une famille, » déclara Emma avec la simple sagesse d'un enfant. « On a oncle Jacques qui est comme un papa, mamie Claire qui nous a sauvés, et maman Émilie qui nous a toujours aimés, même de loin. » Les mots de la petite fille mirent les larmes aux yeux des adultes. C'était vrai. Ils avaient construit quelque chose de spécial, quelque chose qui défiait les étiquettes traditionnelles mais n'en était pas moins réel ou aimant. Le Pantouse de Jacques était devenu le centre de cette famille inhabituelle. Les murs autrefois résonnants racontaient maintenant des histoires d'expériences partagées, des soirées cinéma dans le salon, des devoirs à la table de la cuisine, des histoires du soir dans la chambre des filles. Un mur en particulier présentait une galerie de famille. Il commençait par de vieilles photos de Jacques et Thomas enfants, incluait une photo fanée de Claire de ses jours d'enseignement, des coupures de presse des réussites académiques d'Émilie, et se terminait par des dizaines de clichés récents. Sophie et Emma le premier jour d'école, des célébrations d'anniversaire improvisées, des moments quotidiens capturant leur joie partagée. « C'est incroyable », remarqua Jacques après un dîner particulièrement joyeux, « comment la vie peut changer si complètement en si peu de temps. » Claire, tricotant sur le canapé pendant que les filles jouaient sur le tapis, sourit. « La vie nous surprend toujours, Jacques. L'astuce est de rester ouvert à l'amour, quelle que soit la manière dont il arrive. » Émilie, préparant les affaires d'école des jumelles pour le lendemain, ajouta, et d'avoir le courage d'accepter ces changements, même quand ils font peur. Cette nuit-là, après avoir fait sa vérification de sécurité habituelle autour du Pantouse, Jacques s'arrêta à la porte de la chambre des filles. Sophie et Emma dormaient profondément, respirant à l'unisson comme elles le faisaient toujours. La douce lueur d'une veilleuse projetait des ombres douces. Un instant, Jacques fut submergé par la gratitude. Son monde, autrefois mesuré en succès commerciaux et en soldes bancaires, était maintenant mesuré en sourires, en câlins et en petites victoires quotidiennes. Bien que la menace de Thomas planât encore, un nuage sombre à l'horizon, il refusait de laisser la peur définir leur vie. Ensemble, ils avaient construit quelque chose de précieux, une famille formée non seulement par le sang, mais par une série de choix quotidiens d'aimer, de protéger et de comprendre. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles joies, et chaque moment de connexion renforçait leurs liens. Ainsi, jour après jour, cette famille improbable poursuivait son chemin de guérison, transformant les cicatrices en insignes d'honneur, les peurs en motivation pour aller de l'avant, et un passé sombre en la fondation d'un avenir radieux, construit ensemble. La décision de Jacques ne fut pas facile. Après des semaines de délibération, il conclut finalement qu'il était temps d'affronter le passé. Un samedi matin, après avoir consulté Émilie et Claire, il passa l'appel qui changerait tout. « Thomas, j'ai besoin que tu viennes à mon Pantouse aujourd'hui. C'est important. C'est une affaire de famille. » La voix de Jacques était stable, mais son cœur battait à tout rompre. « Oui, c'est ça. Je t'enverrai l'adresse par SMS. » Quelques heures plus tard, la sonnette retentit. Émilie resta dans la chambre des jumelles avec Sophie et Emma, tandis que Claire demeura dans la cuisine. Les filles jouaient dans le salon, inconscientes de la tension dans l'air. Jacques prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Thomas Thompson, impeccable dans son costume de créateur, entra avec l'assurance de quelqu'un habitué à commander n'importe quel espace. « Jacques, j'espère que c'est vraiment important. J'ai annulé une réunion ?» Ces mots moururent sur ses lèvres alors que ses yeux tombaient sur les deux petites filles dans le salon. Sophie et Emma se figèrent au milieu de leur jeu, regardant curieusement l'étranger qui partageait leurs yeux bleus. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Thomas, son arrogance habituelle s'évanouissant. « Qui sont-elles ?»« Ce sont tes filles, » dit simplement Jacques. « Sophie et Emma. » Thomas devint livide. Il tituba, cherchant à s'appuyer contre un mur. « Non, ce n'est pas possible. »« Si, ça l'est, » dit une voix calme depuis le couloir. Émilie apparut, se tenant droite, ses années de peur remplacées par une force nouvellement trouvée. « Ce sont tes filles, Thomas. Celles que tu m'as forcé à cacher. » Thomas regarda Émilie comme s'il avait vu un fantôme. « Émilie, assieds-toi, » dit Jacques en désignant le canapé. « Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Claire apparut silencieusement, guidant doucement les jumelles vers la chambre avec la promesse d'un jeu spécial. Ce moment était pour les adultes.
Thomas s'effondra sur le canapé, son regard toujours fixé sur l'endroit où les filles avaient disparu. Toutes ces années, tu les as gardées cachées. Toutes ces années, tu ne m'as pas laissé le choix, dit Émilie, s'asseyant dans un fauteuil en face de lui. Tes menaces, ta colère, que pouvais-je faire d'autre? J'étais un monstre, murmura Thomas, et pour la première fois de sa vie, des larmes coulèrent sur son visage. J'étais tellement consumé par l'ambition, par le statut. Quand tu m'as parlé de la grossesse, je ne me souciais que de la façon dont cela nuirait à ma carrière. Jacques observa son frère, le Thomas toujours calme, toujours impitoyable, s'effondrer sous le poids de la vérité. Elles sont merveilleuses, Thomas. Intelligentes, aimantes, courageuses. Tout ce que notre famille a toujours chéri. Comment ont-elles survécu? Où ont-elles été? Émilie raconta tout, sa fuite, sa rencontre avec Claire, les années passées dans la maison abandonnée et comment Jacques les avait découvertes. À chaque mot, Thomas semblait rapetissé, accablé par ses actions passées. J'ai changé, dit-il enfin, la voix rauque. Ces dernières années, j'ai réalisé à quel point ma vie était vide. Tout le pouvoir, l'argent, ça n'a aucun sens quand on n'a personne avec qui le partager. Tu as une chance maintenant, dit doucement Jacques. Pas d'effacer le passé, mais de faire mieux à partir de maintenant. Est-ce qu'elles savent? Demanda Thomas. Est-ce qu'elles savent qui je suis? Elles savent que tu es leur père biologique, répondit Émilie. Mais elles savent aussi que la famille, c'est plus que le sang. Elles ont Claire, qui les a protégées avec rien. Elles ont Jacques, qui est devenu le père que tu n'as pas pu être. Et elles m'ont moi, qui peut enfin les aimer ouvertement. Thomas se leva, marchant lentement vers la fenêtre. Pendant plusieurs minutes, il resta silencieux, fixant la ville au dehors. Quand il se retourna, son visage était transformé. Puis-je les rencontrer, correctement? Émilie et Jacques échangèrent un regard. Ce fut Émilie qui répondit. Oui. Mais ce sera à leurs conditions, à leur rythme. Et tu devras prouver que tu mérites d'être dans leur vie. Claire revint avec les jumelles à ce moment-là, qui regardaient l'homme en larmes près de la fenêtre avec curiosité. Sophie, Emma, dit doucement Émilie. Voici Thomas. Votre papa biologique. Les filles s'avancèrent prudemment. Sophie, la plus directe, demanda « Pourquoi tu pleures ?» Thomas s'agenouilla, se mettant à leur niveau. « Parce que j'ai fait de terribles erreurs et j'ai blessé des gens que je n'aurais pas dû. Surtout votre maman, qui est l'une des personnes les plus courageuses que j'ai jamais connues. » Emma pencha la tête, l'étudiant. « Tu es toujours méchant ?» La question innocente transperça Thomas. « Non, répondit-il, la voix tremblante. Plus maintenant. Et je veux avoir la chance de le prouver. Si vous me le permettez. » Les jumelles échangèrent un de leurs regards silencieux familiers, puis Sophie dit « On doit demander à notre famille. » Votre famille, répéta Thomas. Oui, confirma Emma. Oncle Jacques qui nous protège. Thomas regarda les trois adultes qui avaient bâti une forteresse d'amour autour de ses filles. Vous êtes plus une famille pour elles que je ne l'ai jamais été, dit-il doucement. Mais si vous me donnez une chance, la famille peut s'agrandir, dit sagement Claire. Tant qu'il y a un amour véritable et un remords sincère. Cet après-midi-là, quelque chose commença à changer. Thomas apprit à connaître ses filles à travers des histoires et des dessins, écoutant leurs personnalités uniques, leurs goûts, leurs peurs et leurs rêves. À chaque mot et à chaque rire, l'homme qui ne s'était autrefois soucié que du pouvoir découvrait un nouveau type de richesse. « Je ne pourrai jamais rattraper les années perdues », dit-il alors que la soirée s'installait. « Mais je promets, à partir de maintenant, d'être le père qu'elle mérite. »« Ce ne sera pas facile, » prévint Jacques. « Tu devras prouver jour après jour que tu as vraiment changé. Et tu devras accepter que tu n'es pas la seule figure paternelle qu'elles ont, » ajouta Émilie. Jacques a gagné ce titre par l'amour et l'engagement. Thomas hocha la tête, une humilité sincère se montrant sur son visage pour la première fois. « Je sais que je ne le mérite pas. Mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour gagner une place dans cette famille extraordinaire. » Avant de partir, Thomas s'arrêta pour regarder ses filles une dernière fois. Sophie et Emma étaient retournées à leur jeu, en sécurité dans l'amour qui les entourait. « Merci, dit-il doucement, de ne pas avoir laissé mes erreurs définir leur avenir. » Lorsque la porte se referma derrière lui, un silence pensif emplit le Penthouse. Ce n'était pas la fin de l'histoire, mais le début d'un nouveau chapitre, où le pardon ouvrait la porte à la guérison et où une famille non conventionnelle prouvait que l'amour peut adoucir même le cœur le plus dur. Avec sa sagesse caractéristique, Claire résuma parfaitement la situation.
Parfois, le plus grand acte d'amour est de donner à quelqu'un une chance de devenir meilleur qu'il ne l'était. Et c'est ainsi que cette famille extraordinaire fit un pas de plus dans son voyage de résilience et d'amour, prouvant que les liens les plus forts ne sont pas toujours ceux avec lesquels on est, mais ceux que l'on choisit de renforcer, jour après jour. La neige tombait doucement à l'extérieur des grandes fenêtres du Pantouse de Jacques, transformant la ville en une scène de carte postale en cette veille de Noël. À l'intérieur, l'espace brillait non seulement de la lueur d'un feu de cheminée confortable, mais aussi de la chaleur des rires et des conversations qui emplissaient chaque recoin. Le Pantouse, qui un an plus tôt était un lieu froid et solitaire, débordait maintenant de vie et de décorations de fête. Un grand sapin de Noël véritable se dressait dans un coin du salon, chargé d'ornements qui racontaient l'histoire unique de la famille, des délicats anges en porcelaine que Claire avait choisis aux créations faites à la main que Sophie et Emma avaient réalisées à l'école. Sophie et Emma, vêtues de tenues rouges assorties, couraient dans la pièce, offrant des biscuits faits maison qu'elles avaient préparés plus tôt avec Claire. Leurs rires éclatants se mêlaient aux doux chants de Noël qui jouaient en fond sonore. « Attention à l'arbre !» lança Émilie enjouée, ajustant la couronne sur la porte pour ce qui semblait être la 10e fois. Au cours de la dernière année, toute son attitude s'était transformée. Le regard hanté dans ses yeux avait été remplacé par une sérénité lumineuse. Claire était assise dans son fauteuil préféré, tricotant une autre paire de moufles pour sa réserve inépuisable de cadeaux de Noël. Son visage, marqué par des années difficiles, rayonnait maintenant d'une joie tranquille. Jacques et Thomas se tenaient près de la cheminée, sirotant du whisky et parlant à voix basse. Leur relation, bien que toujours en réparation, avait trouvé un nouvel équilibre. Thomas, en particulier, était un homme changé. Des mois de thérapie, associés à un effort sincère pour regagner la confiance de tous, avaient adouci ses traits autrefois durs. « Papa, oncle Jacques » appela Emma, courant vers eux avec un livre de contes à la main. « Lisez-nous encore cette histoire. » Thomas et Jacques échangèrent un sourire. C'était une tradition récente, raconter l'histoire de la famille d'une manière plus douce et plus magique pour les enfants. « Il était une fois », commença Jacques, soulevant Emma sur ses genoux tandis que Sophie sautait sur ceux de Thomas, deux princesses magiques qui vivaient dans un château enchanté. « Avec mamie la fée marraine », ajouta Sophie, faisant glousser Claire depuis son fauteuil. « Exactement », continua Thomas, la voix chaude. Elles étaient entourées d'amour et de magie, jusqu'au jour où un chevalier perdu les a trouvées. « Oncle Jacques », chantèrent les jumelles en chœur, gloussant. Émilie se rapprocha, perchée sur l'accoudoir du fauteuil de Claire. Elles échangèrent un regard chargé de souvenirs, réfléchissant au chemin parcouru depuis cette nuit glaciale où Claire avait trouvé 2 bébés abandonnés. « Et savez-vous quelle était la magie la plus forte de toutes ?» demanda Jacques. « L'amour », répondirent les filles, connaissant déjà cette partie par cœur. « C'est vrai », dit Thomas, sa voix instable d'émotion. L'amour qui a transformé une bande d'étrangers en une famille. La sonnette retentit, annonçant la dernière vague d'invités, des amis proches qui étaient devenus des extensions de cette famille inhabituelle. Bientôt, le salon fut plein, l'arôme du dîner de Noël de Claire emplissant l'air. Plus tard, réunis autour d'une table parée de bougies et d'eau, Jacques se leva pour porter un toast. « Cette année nous a beaucoup appris », commença-t-il, regardant les visages de ceux qu'il aimait. Sur le pardon, les secondes chances, et comment l'amour peut forger des liens plus forts que n'importe quelle épreuve. Émilie serra la main de Claire, des larmes brillant dans ses yeux. Thomas, assis entre ses filles, semblait tout aussi ému. « Nous avons appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang ou le nom, » poursuivit Jacques. C'est une question de choix quotidien d'amour et de protection. De faire de la place dans nos cœurs pour plus d'amour, plus de compréhension et plus de pardon. Et plus de biscuits de Mamie Claire, lança Emma, provoquant un rire général. Oui, princesse, dit Jacques en souriant. Beaucoup plus de biscuits de Mamie Claire. Alors, à cette famille extraordinaire que nous avons construite ensemble. Aux rencontres que le destin arrange, aux secondes chances que l'amour rend possible, et à l'avenir que nous continuerons de façonner, main dans la main. À la famille, firent écho tous les convives en levant leurs verres, y compris Sophie et Emma avec des tasses de jus. Après le dîner, tandis que les enfants jouaient avec leurs nouveaux cadeaux et que les adultes discutaient en petits groupes, Thomas s'approcha d'Émilie près de la fenêtre. Passer empêcher les filles d'avoir une famille complète. Émilie sourit, regardant ses filles jouer. Elles ont assez d'amour pour nous tous. Elles en ont toujours eu. De l'autre côté de la pièce, Claire les observait avec satisfaction. Qui aurait cru, dit-elle à Jacques, que cette nuit froide derrière le supermarché nous amènerait tous ici.
Jacques passa un bras autour de la femme qui était devenue comme une seconde mère pour lui. Tu as toujours su que l'amour était la réponse, n'est-ce pas? L'amour est toujours la réponse, répondit Claire, même lorsque les questions semblent impossibles. Vers minuit, après le départ des autres invités et que les jumelles se soient enfin endormies, non sans avoir insisté pour accrocher une chaussette supplémentaire sur la cheminée au cas où le Père Noël aurait oublié quelqu'un, les adultes se réunirent dans le salon. Émilie et Thomas étaient assis côte à côte sur le canapé, non plus comme d'ex-amants meurtris par la trahison, mais comme des parents unis par l'amour pour leur fille. Claire était dans son fauteuil, ses aiguilles à tricoter enfin au repos. Jacques s'appuyait contre la cheminée, contemplant sa famille avec gratitude. Parfois, dit Thomas en rompant le silence confortable, je dois me pincer pour croire que c'est réel. Que je mérite d'en faire partie. Il ne s'agit pas de mériter, répondit doucement Claire. Il s'agit de choisir d'être meilleur chaque jour. Et tu as fait un bon choix, ajouta Jacques en souriant à son frère. Émilie se leva et se dirigea vers le sapin de Noël. Parmi les nombreux ornements, un en particulier se distinguait, une petite maison en bois, peinte par les jumelles, avec 6 petits personnages bâtons représentant chaque membre de la famille. D'une maison abandonnée, dit-elle doucement, à un vrai foyer. Tandis que la neige continuait de tomber à l'extérieur, recouvrant la ville d'une pure couverture blanche de renouveau, cette famille extraordinaire célébrait non seulement Noël, mais aussi le voyage remarquable qui les avait menés jusqu'ici. Des secrets découverts, des cœurs réparés, et un amour multiplié. Car au final, il ne s'agissait pas de la maison abandonnée, ni des années manquantes, ni même des erreurs du passé. Il s'agissait de la façon dont l'amour, réel et inconditionnel, peut transformer des étrangers en famille, la douleur en guérison, et les fins tristes en de nouveaux commencements. Et ce n'était que le début de leur histoire.